Le pain tissé sous toutes ses coutures, filage, confection, valeurs traditionnelles. C'est tout un patrimoine à sauvegarder. Comment préserver cette belle manière de se rendre élégante dans différentes ethnies? Il est plus que jamais incontournable malgré les nouvelles formes de modernité. Bienvenue à tous. Nous ouvrons ce journal par la lecture du communiqué du Conseil des ministres avec Aram Daou. Bonsoir Aram. Bonsoir Ibrahima. Bonsoir. Le chef de l'État, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a présidé ce mercredi 8 mai 2024 la réunion hebdomadaire du Conseil des ministres au Palais de la République. À l'entame de sa communication, le président de la République a rappelé au gouvernement la place primordiale de la pêche dans le développement économique et social du Sénégal, notamment la pêche artisanale, qui est une source importante de revenus pour une partie de la population. À cet égard, le chef de l'État a demandé au gouvernement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour préserver les ressources halieutiques et protéger les professionnels de la pêche artisanale. Pour ce faire, il a appelé à la révision du Code de la pêche maritime et à son application rigoureuse. Le président de la République a souligné, dans ce cadre, l'impératif de renforcer les dispositifs de lutte contre les activités de pêche illicite. Il a en outre mis l'accent sur l'urgence de la définition d'une politique nationale de gestion durable des ressources halieutiques par le biais d'un programme spécifique impliquant les chercheurs et des partenaires bien ciblés. Après avoir salué la publication le 6 mai 2024 par le ministre en charge des pêches de la liste des navires autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction sénégalaise, le chef de l'État a rappelé au gouvernement l'importance qu'il porte à la transparence dans la gestion du secteur de la pêche. À ce sujet, il a demandé l'audit du pavillon sénégalais et l'évaluation des accords et licences de pêche. Le chef de l'État a de plus requis le recensement et l'évaluation des interventions, subventions et financements de l'État dans le secteur des pêches en termes d'infrastructures réalisées et de soutien aux acteurs. Il a aussi demandé de veiller au renouvellement et à la sécurisation de la flotte de pirogues artisanales. Dans le même sillage, le président de la République a invité le Premier ministre à engager avec les acteurs du secteur de la pêche des concertations afin de définir un programme d'urgence de relance de la pêche artisanale et de développement de la pêche industrielle. Par ailleurs, il a indiqué la nécessité de développer l'aquaculture, source d'emploi, par un maillage du territoire national en centres et stations aquacoles. Évoquant le secteur de l'agriculture, le chef de l'État a rappelé qu'il est le moteur essentiel pour fonder, sur une base solide, la souveraineté alimentaire du Sénégal, la croissance économique et la création d'emplois décents. En s'inspirant du projet, il convient, selon lui, de changer de paradigme en veillant à la responsabilisation accrue des organisations professionnelles à la base. C'est tout le sens de la politique de soutien et de relance des structures coopératives traduite par la nomination d'un secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan. Le président de la République a demandé au ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage et au secrétaire d'État aux coopératives et à l'encadrement paysan de proposer la revue et l'actualisation de la loi d'orientation agro-silvo-pastorale. La révision de cette loi s'inscrit notamment dans une perspective de renforcement de la place fondamentale des organisations professionnelles du monde rural dans la gouvernance de ce secteur vital. Parlant de la prévention des inondations, le chef de l'État a demandé au Premier ministre d'engager, dès à présent, tous les ministres, services de l'État et acteurs territoriaux concernés à proposer un plan national de prévention et de gestion des inondations. Le président de la République a invité le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a veillé dans l'immédiat à l'identification des localités, zones et sites prioritaires en termes de travaux, d'aménagement pré-hivernage et de déploiement des moyens d'intervention de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers
et du génie militaire. Dans ce cadre, il a demandé au ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement de faire, sous la supervision du Premier ministre, une communication hebdomadaire en Conseil des ministres sur le suivi des actions de prévention et de lutte contre les inondations. Au titre de son agenda diplomatique, le chef de l'État a informé le Conseil de sa participation au sommet de l'Organisation de la coopération islamique OCI, qui s'est tenu les 4 et 5 mai 2024 à Banjul. Enfin, le président de la République est revenu sur sa visite de travail et d'amitié en République de Côte d'Ivoire, effectuée le mardi 7 mai 2024. Il a ainsi remercié le président Alassane Ouattara pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité généreuse qu'il lui a réservée. Dans sa communication, le Premier ministre a fait part de la tenue, le vendredi 3 mai 2024, d'un conseil interministériel consacré à la campagne de production agricole 2024. Il a mis l'accent sur la détermination du gouvernement à opérer une rupture systémique au niveau des mécanismes de subvention afin que les moyens financiers consentis par l'État soient effectivement affectés aux réels ayants droit. Il a également signalé l'urgence relevée par les acteurs de tenir une réunion du Conseil supérieur d'orientation agro-silvo-pastorale qui sera présidée par Monsieur le Président de la République. Le Premier ministre a informé le Conseil de l'évolution des travaux consacrés aux mesures de réduction des prix des produits de première nécessité, au cadrage du plan d'action d'urgence du gouvernement et à la revue générale des programmes, des projets, ainsi que du capital humain et des ressources budgétaires. Il a par ailleurs informé le Conseil qu'il présidera une réunion interministérielle de revue des diligences préparatoires du pèlerinage à la Mecque édition 2024 et un conseil interministériel consacré à la préparation de la Tabaski 2024, respectivement les 10 et 14 mai 2024. Enfin, il a fait part des audiences qu'il a accordées au gouverneur de la BCEAO, à l'ambassadeur d'Inde au Sénégal et au ministre en charge de l'agriculture du Royaume d'Arabie Saoudite. Au titre de la communication des ministres, le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique a fait une communication sur le projet de Sénégal Connect Parc ex-PTN. Le ministre de la Santé et de l'Action sociale a fait une communication sur les projets hospitaliers et le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'Élevage a fait une communication sur le bilan de la campagne de commercialisation de l'arachide 2023-2024, la préparation de la campagne de production agricole 2024 et le suivi des exportations de produits horticoles. Aram Ndao, merci. C'était donc la lecture du communiqué du Conseil des ministres qui s'est réuni ce mercredi au Palais de la République. Visite du ministre Birame Souleye Diop dans les phosphates d'Indori à cause d'un malentendu entre les populations impactées et la société Somiva. Les travaux d'extension de la mine sont mis aux arrêts dépêchés par le chef de l'État. Le ministre des Mines a visité le site et échangé longuement avec les parties prenantes avant de trouver une première issue heureuse. Les phosphates de l'Indori, c'est comme si vous y étiez. C'est en grand format signé Ibrahima Pabidjedjou. À son arrivée à Ourossogui, le ministre s'est rendu à Dendori, où est implantée la société minière de la vallée du fleuve, Somiva. Sur son chemin, les populations sont sorties pour lui exprimer leur enthousiasme et leur optimisme de voir la situation se décanter. Il s'agit d'abord d'un problème d'impasse. Les populations disent aussi ne pas se retrouver dans l'exploitation des ressources minières de leur localité. Sur le site, le ministre des Mines a eu droit à une visite guidée. Il a pu voir la première partie déjà exploitée et celle devant faire l'objet d'une extension.
Pour l'instant, les autorités ont décidé d'arrêter les travaux en attendant de trouver un terrain d'entente. De 210 personnes à indemniser au départ, la liste est passée à plus de 1800. Le ministre a engagé des discussions avec les parties prenantes. La rencontre a duré plusieurs tours d'horloge. La tension était par moments vive. Notre seule survie, c'est la terre. Cette terre nourricière-là, vous nous la prenez contre 500 millions, 1 million. Est-ce que vous avez évalué? Est-ce que vous avez évalué l'impact social et les conséquences que cela va entraîner? Monsieur le ministre, qui se marque là? Monsieur le ministre, lui est mon jeune frère. Je suis à sa disposition pour dialoguer, pour qu'on puisse trouver un terrain d'entente. Somiva a fait des efforts. Si cela ne suffit pas, on peut encore discuter. Le ministre a apporté des éclairages sur les différentes préoccupations. Nous sommes sur une terre où le sous-sol renferme du phosphate de qualité, dit. Mais pour y accéder, il faut passer par le sol. Et sur ce sol-là, il y a des communautés qui s'y sont établies depuis bien des années, qui exercent vie et commerce. Nous sommes ici dans 3 communes qui ont des territoires communs, mais c'est les mêmes populations. À partir du moment où la mine s'exerce, nous savons tous que des voies seront fermées, entre autres. Nous le savons tous. Voilà pourquoi on ne peut pas aussi manquer d'avoir une réflexion bien plus large en demandant à la Somiva d'être ouvert à cette discussion, et elle est tout à fait favorable à cette discussion-là. Maintenant, moi j'ai une préoccupation fondamentale et il nous faut la partager. Parce que sur 197 hectares, quand la liste des impactés a été ouverte, nous sommes arrivés à 1800 personnes. Ça veut techniquement dire qu'il est impossible qu'on ait 1800 impactés sur ce territoire-là. Et sur les informations, on voit un nom, un prénom, un numéro de pièce d'identité, une adresse générale parce que c'est la commune de rattachement, mais on n'a pas une adresse précise, on n'a pas de numéro de téléphone. Face à une telle situation, Birame Souleye Diop d'indiquer une piste de solution. L'important, c'est qu'on sache qu'on veut trouver une solution à ce problème-là. Mais il faut qu'on le fasse de la manière la plus juste possible. Ce qu'on demande vraiment, c'est qu'on, monsieur le préfet, monsieur le gouverneur, qu'on revoie la liste des impactés, mais de manière très précise cette fois-ci, et avec toutes les sources de confirmation définitive. Les populations se disent rassurées. Bon, la réunion avec le ministre aujourd'hui, vraiment, nous, on est très contents. Parce que c'est ce que nous avons voulu depuis belle lurette. Et toutes les questions ont été abordées aujourd'hui. Vraiment, nous avons eu satisfaction. Exploités depuis 2014 par la Somiva, ces phosphates de Dendori sont les plus grandes richesses naturelles découvertes dans la région de Matam. Les populations qui disent ne pas se retrouver dans ce gigantesque projet d'exploitation espèrent déjà des lendemains meilleurs avec cette première visite du ministre de l'Énergie, du Pétrole et des Mines. Autre sujet, la publication de la liste des navires autorisés à pêcher au Sénégal. Une bonne initiative selon les acteurs de la pêche à Saint-Louis. Ils veulent plus de transparence dans leur secteur et une gestion plus efficiente des ressources. Abdouad. La publication des navires autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction sénégalaise est bien accueillie au port polonais de Saint-Louis. Selon les acteurs de la pêche, elle apporte plus de transparence en offrant aux Sénégalais de la visibilité sur l'exploitation de nos ressources halieutiques. C'est important que les gens sachent ce qui se passe au niveau de la pêche. Si la tutelle publie la liste, on s'en félicite et c'est rassurant. Cette publication est un pas important, mais pour les pêcheurs et les mareyeurs, les autorités doivent aller plus loin en accentuant le contrôle des actions en mer.
Il faut un suivi rigoureux, sans quoi c'est peine perdue. Le Sénégal s'engage ainsi à assainir le secteur de la pêche au profit des ayants droit. Pour ce faire, certains pêcheurs conseillent à la tutelle de s'inspirer de la Mauritanie. En Mauritanie, c'est très réglementé. Les pêcheurs sont soumis à des contrôles très stricts. Les autorités sanctionnent sévèrement en cas de manquement. À Djamalai, les marieuses attendent sous le soleil l'arrivée des pirogues. Elles espèrent que ces actes posés par le gouvernement auront un impact positif sur la pêche. Comme vous pouvez le constater, il y a peu de poissons ce matin. Avant, on avait l'embarras du choix, tellement il y avait de la quantité. À Saint-Louis, les pêcheurs attendent toujours une solution définitive contre la récurrence des accidents à l'embouchure. On a mis beaucoup de moyens pour construire la plateforme. Avec autant d'efforts, le problème de l'embouchure serait définitivement réglé. Parce que beaucoup de pêcheurs ont perdu la vie au niveau de l'embouchure. Même après une bonne pêche, on n'est jamais tranquille qu'après avoir traversé l'embouchure. Si cette initiative du gouvernement suscite de l'enthousiasme, chez les acteurs, seuls de bonne pêche peuvent prouver son efficacité. Une décision pour les générations futures, a commenté Macky Sall, le président du consortium des organisations pour le développement durable et l'environnement, salue les mesures prises par le chef de l'État sur le littoral sénégalais. Il est l'invité du magazine Le Point ce soir. Cette décision, c'est une décision pour les générations futures. Aujourd'hui, n'importe quel père de famille, quel que soit le quartier où vous habitez à Dakar, si vous vous levez pour aller vers la mer, impossible de trouver votre chemin. Et c'est le cas de Rufisque jusqu'à Joal. Impossible de trouver la mer, parce que simplement partout, des occupations que je dirais anarchiques occupent le domaine public maritime qui, comme le dit la loi, devrait être ouvert à tout le monde. Son usage est affecté à tous. Mais malheureusement, partout, de Saint-Louis jusqu'à Kayar, en passant par Mbour et tout dernièrement à Maliké et à Guédiawaye, nous avons un partage intégral du domaine public maritime. Or, la loi est très claire. La loi dit que le domaine public maritime n'appartient à personne. Tout le monde a le droit d'en profiter. Mais malheureusement, une certaine élite pose la main dessus. Non seulement c'est des hectares qui sont affectés à des individus, non seulement c'est la forêt du littoral qui est décimée pour la construction d'immeubles et de maisons à usage de résidence, mais c'est simplement la falaise des Mamelles qui est le symbole de Dakar qui est aujourd'hui dénaturée au profit d'une certaine élite. Et c'est normal que le président de la République prenne cette décision pour que tout s'arrête. Le point sur le littoral et les mesures présidentielles avec Macky Sall, le président du consortium des organisations pour le développement durable et l'environnement à suivre après ce journal. Améliorer les conditions de travail et le pilotage pédagogique, renforcer la capacité des ressources humaines. Voilà, entre autres, urgences posées sur la table du ministre de l'Éducation par les inspecteurs de l'éducation. Les collaborateurs au niveau déconcentré ont rencontré hier le ministre Moustapha Mambar Guirassy. Massamba Tian nous fait la synthèse. Cette rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale, les inspecteurs d'académie et les inspecteurs de l'éducation et de la formation a été un moment d'échange et de partage sur les enjeux et défis du secteur. C'était le lieu pour moi de les rencontrer, de les écouter, de connaître leurs préoccupations, leur vision aussi donc de l'éducation. Ce fut donc des moments d'écoute, de compréhension et de partage. Ça a aussi été pour moi l'occasion de leur présenter la vision du chef de l'État, la vision du gouvernement et du ministre qui porte donc cette vision-là au sein du département ministériel. Après 4 tours d'horloge, les inspecteurs se sont réjouis de la tenue de cette rencontre qui leur a permis d'égrener un chapelet de problèmes axés essentiellement sur leurs conditions de travail,
le pilotage pédagogique et le renforcement de capacités des ressources humaines. Les 59 IF et les 16 IF, chacun a pris la parole pendant au moins 1 minute pour en tout cas décliner les attentes liées de façon spécifique à sa structure. Au-delà de cela, nous, coordonnateurs des IA et des IF, nous avons pris la parole pour partager et faire la synthèse de l'ensemble des attentes du niveau déconcentré. Nous voudrions vraiment saluer cette posture, en tout cas qui augure de lendemain meilleur pour notre système éducatif. Cette première rencontre entre le ministre de l'Éducation nationale et ses collaborateurs du niveau déconcentré a été aussi une occasion pour Moustapha Mamba Guirassy de présenter sa feuille de route déclinée en 11 axes stratégiques qui matérialisent la politique d'éducation du nouveau gouvernement. Et entre autres axes, il s'agit essentiellement de s'appuyer sur ce que nous sommes, un socle de valeurs, les valeurs africaines, s'appuyer aussi sur notre capital spirituel, mais aussi être conscient que nous vivons un monde qui a définitivement été transformé, qui a été changé fondamentalement par l'intelligence artificielle, par l'économie numérique. C'est une réalité. Ce que je salue, c'est que dans cette vision, dans cette démarche-là, vraiment l'enseignant est placé au centre. Je crois que le premier axe stratégique, c'est la valorisation de la fonction enseignante. Mais il y a également l'apprenant, l'élève, qui occupe une place centrale dans cette démarche. Ce qui veut dire donc que c'est vraiment une vision qui nous rassure. À terme, le ministre de l'Éducation nationale a tenu à rassurer ses collaborateurs sur certaines préoccupations, notamment la situation des enseignants décisionnaires et la publication des arrêtés d'admission au certificat d'aptitude pédagogique CAP. Moustapha Mamba Guirassy s'est aussi engagé à traiter dans les meilleurs délais les problèmes qui sont de nature à entraver les grands chantiers de réforme pour une société éducative. Et dans le même temps, Kaolack veut relever le défi d'une bonne organisation du bac 2024 et des autres examens. Le gouverneur de la région joue la carte de l'anticipation pour y parvenir. Claire Diop. CRD spécial consacré à la tenue des examens scolaires de 2024 ici à Kaolack. À l'ordre du jour, la programmation générale des examens, situation sur les données statistiques, aussi les dispositions pratiques quant à l'organisation correcte des examens. Les acteurs ont échangé et pris des dispositions pratiques. L'ambition étant de créer des conditions idoines pour permettre aux candidats de composer dans des conditions optimales. Les examens scolaires vont se dérouler à partir du 20 juin 2024 pour ce qui est du CFE de l'entrée en 6e. Plus précisément, les 20 et 21 juin 2024 vont se dérouler l'examen du CFE et le concours de l'entrée en 6e. Ensuite, à partir du 18 juillet, va démarrer l'examen du BFM sur toute l'étendue du territoire national et également un peu avant ça, donc le 2 juillet, va démarrer l'examen du baccalauréat enseignement général. Le baccalauréat enseignement technique va démarrer un peu plus tôt que ça. Les dates d'examen communiquées, le nombre de postulants également. Pour les différents examens et concours qui viennent d'être annoncés, le CFE, nous avons 146 centres qui vont accueillir un nombre de 20 127 candidats au niveau régional. Pour le BFM, nous avons 99 centres pour 102 jurys pour ce qui est du BFM. Le BFM également, il va voir la présence de 12 974 candidats. Pour le baccalauréat enseignement général, nous avons enregistré pour cette présente session 2024 un nombre de 28 centres principaux et 10 centres secondaires et enfin 28 jurys. L'effectif global attendu pour ce qui est du baccalauréat général est de 11 725 candidats. Et enfin, pour l'enseignement technique, le bac technique, nous avons donc le bac STEC, sciences et techniques de l'économie de la gestion. On a
un jury qui va accueillir 319 candidats, dont 259 sont de l'Académie de Kaolack. Le reste vont nous parvenir de l'Académie de Fatick. Le gouverneur de Kaolack a présidé la réunion en présence des associations des parents d'élèves, entre autres partenaires de l'éducation. De ces discussions, il en est ressorti que toutes les dispositions et mesures seront prises pour le bon déroulement de tous les examens. Tabaski 2024, Ziguinchor lance son opération. Éleveurs et autorités de la région se sont rencontrés pour faire le point sur les mesures prises par l'État. La diminution des taxes pour les opérateurs était au cœur des échanges. Mariama Bangoura. À environ un mois de la fête de Tabaski, les autorités de la région de Ziguinchor ont organisé un CRD pour échanger avec les acteurs. Une rencontre qui a permis de passer en revue les aspects liés à l'approvisionnement du marché. Les acteurs ont soulevé un certain nombre de problèmes, notamment certaines difficultés liées au contrôle routier. Et à ce propos, nous leur avons rappelé, et nous avons rappelé également aux services de sécurité les dispositions que M. le Premier ministre a demandé que l'administration prenne dans le sens d'assouplir considérablement ces contrôles. En plus des problèmes de transport, les éleveurs ont soulevé, entre autres difficultés, la mise en disposition de l'aliment de bétail. Mais surtout des magasins de stockage, particulièrement dans la commune de Ziguinchor, où nous avons 2 magasins de stockage, mais malheureusement, un seul de ces magasins fonctionne. Et des instructions ont été données aux services compétents pour que ce magasin soit fonctionnel au plus tard à la fin de ce mois. Je rappelle que dans la région, nous avons principalement 2 points de vente. Un dans la commune de Ziguinchor, précisément au quartier Alouar, et un autre dans le département de Bignona, au niveau du château d'eau. Bien évidemment, les acteurs de Oussouye ont senti le besoin de créer cette année un point de vente et nous avons demandé au préfet de Oussouye, en rapport avec les acteurs concernés, d'étudier cette question pour que cette année un point puisse être ouvert à Oussouye. À la fin de la rencontre, les éleveurs ont montré leur satisfaction et promettent une bonne disponibilité du mouton. Nous sommes très contents de la disponibilité des autorités. Nous serons très dynamiques en termes de travail car nous avons le soutien. Il faut juste souligner que le mouton, il y en aura en quantité. Un appel est lancé aux services compétents pour leur implication afin que cette opération soit une réussite. La délégation européenne à Dakar a revisité le partenariat qui lie le Sénégal à l'Union européenne. Une coopération de près de 50 ans dans les secteurs de l'électricité, la formation, les infrastructures et la pêche. À l'occasion de la célébration de la journée européenne, les ambassadeurs de l'UE ont échangé avec la presse sénégalaise. Anaïs Nianyamani. 15 États membres de l'Union européenne représentés au Sénégal ont partagé des réflexions sur l'exécution des projets européens au Sénégal. Des projets basés sur la paix, l'unité et la solidarité, des éléments qui ont pour but de renforcer la coopération. Au Sénégal, cette commémoration aujourd'hui est l'occasion de célébrer notre partenariat qui dure depuis plus de 50 ans. C'est un partenariat qui est basé sur des valeurs partagées, notre attachement à la paix et à la sécurité, à la démocratie, aux droits humains et à des relations internationales équilibrées, pacifiques et basées sur le droit. L'Union européenne est le premier partenaire économique du Sénégal. La journée de l'Europe, célébrée ce 9 mai, est l'occasion pour la Team Europe de renforcer le partenariat dans le secteur privé et la formation professionnelle. Ce partenariat renouvelé, d'égal à égal, gagnant-gagnant et tourné vers la jeunesse, est promu par la stratégie Global Gateway, appuyée par la Banque européenne d'investissement au sein de la délégation de l'Union européenne ici à Dakar. La Team Europe est en phase avec les priorités du nouveau gouvernement. Elle soutient les investissements productifs clés pour renforcer la souveraineté alimentaire et la souveraineté sanitaire, par exemple.
Cet appui va de pair avec un soutien à l'amélioration de la gouvernance économique, au renforcement du secteur privé pour créer des emplois décents et durables, en particulier pour les jeunes grâce à la formation professionnelle. Notre partenariat vise aussi l'amélioration du cadre de vie des populations à Dakar et dans les régions à travers un appui au secteur de l'énergie et du numérique ainsi que de la mobilité urbaine et de l'assainissement. S'agissant des accords de pêche, l'Union européenne en a 14 au monde. Pour le cas du Sénégal, cet accord est bien suivi par des techniciens du Sénégal et ceux du vieux continent. L'Union européenne n'a rien à cacher. L'accord de partenariat et de pêche durable est, à ma connaissance, public et transparent et disponible. Les bateaux européens ne sont autorisés qu'à pêcher les stocks qui sont excédentaires. Et ensuite, ils ne pêchent que 2 types de poissons, le thon et le merlu noir, qui sont des poissons que ne pêchent pas les pêcheurs sénégalais. Les pêcheurs européens pêchent 3000 tonnes par an. Ils sont autorisés à pêcher un quota de 10 000 tonnes au titre de l'accord de pêche. Ils en pêchent 3000 et la totalité des prises au Sénégal est de 400 000 tonnes par an. La commémoration de la Journée de l'Europe est aussi l'occasion pour la délégation européenne de déplorer l'immigration irrégulière qui sévit actuellement. Les ambassadeurs de l'Union européenne sont plus que déterminés à mener à bien leur mission d'aide humanitaire initiée depuis 1992 dans plus de 100 pays. Un forum sur l'agriculture numérique s'est tenu à Dakar, organisé par la DRFJ. Il s'agit de tout mettre en œuvre pour soutenir les entrepreneurs agricoles qui veulent se lancer dans le digital. Pour ce faire, ils disposent d'un budget de près de 215 millions de francs CFA financés par l'Union européenne et la coopération luxembourgeoise. Amadou Diallo. Un forum inédit sur les défis et opportunités de l'agriculture numérique. La DRFJ va ainsi renforcer les capacités de 50 entreprises agricoles. Les entreprises numériques intervenant dans tous les maillons de chaîne de valeur vont également être accompagnées. Il s'agit de favoriser l'entrepreneuriat numérique et de renforcer l'accès au marché. Nous travaillons sur des produits halieutiques. Nous avions des difficultés surtout pour aller en mer. Grâce à l'ADR, nous avons pu bénéficier de formations en management, mais aussi en marketing. L'ADR nous accompagne également dans la pisciculture. L'ADR a totalement révolutionné notre manière de travailler. Nous fabriquions nos produits avec les mains. L'ADR a construit pour nous une unité de transformation avec des machines. Grâce à cela, nous avons beaucoup de partenaires et les grandes surfaces demandent sans cesse nos produits. L'intervention de l'ADR dans le secteur agricole est de contribuer à la promotion d'une agriculture innovante et résiliente, créatrice d'emplois et de richesses, tout en participant au renforcement de la souveraineté alimentaire. Si on veut une agriculture résiliente, une agriculture qui va vite en termes de solutions et que nous puissions atteindre cette autosuffisance dont nous parlons, qu'est-ce qui fait défaut aujourd'hui ou qu'est-ce qui manque ou qu'est-ce qui doit être un levier fort aujourd'hui? Le numérique en fait partie en tous les cas. Et la DRFJ, à travers ses partenaires, a fait le pari, un pari fort de dire on accompagne sur un parcours de l'entrepreneur. C'est aujourd'hui de permettre aussi un réseautage puisque nous avons des invités qui nous viennent aussi du Burkina, qui nous viennent du Bénin, pour permettre à nos entreprises d'aller encore beaucoup plus vite, nos agripreneurs d'aller beaucoup plus vite, mais en alliant dans leurs solutions qu'ils proposent des réponses apportées par le numérique, par l'innovation, par la technologie. Les réflexions vont porter pendant 2 jours sur des défis et des solutions numériques possibles. Il s'agit également de partager des expériences, mais aussi des bonnes pratiques et de promouvoir des collaborations stratégiques pour renforcer le secteur agricole dans les pays représentés. L'actualité internationale, les négociations en vue d'une trêve entre Israël et le Hamas ont repris
Ce mercredi au Caire, Tel Aviv menace de lancer une offensive d'ampleur à Rafah. L'Union africaine a condamné cette décision et appelle la communauté internationale à arrêter l'escalade dans la région. Sina Lunfal. L'armée israélienne a multiplié les frappes aériennes dans la bande de Gaza, plus particulièrement à Rafah, où elle a déjà pris le contrôle du passage stratégique avec l'Égypte. Cependant, Israël doit rouvrir le point de passage de Kerem Shalom pour faire entrer l'aide humanitaire à Gaza. Après 7 mois de guerre, la situation demeure préoccupante. Le Qatar a appelé la communauté internationale à agir pour empêcher ce qu'il qualifie de génocide à Rafah, compte tenu de la menace d'une offensive d'ampleur de l'armée israélienne sur cette ville, devenue un refuge pour 1,4 million de Palestiniens. Ce mercredi, au Caire, en Égypte, les négociations pour une trêve ont repris. Le Caire a accueilli des délégations du Hamas et d'Israël ainsi que du Qatar et des États-Unis, pays qui assurent avec l'Égypte le rôle de médiateur. Les États-Unis ont par ailleurs suspendu la livraison d'une cargaison de bombes la semaine dernière après l'absence de réponse d'Israël face aux inquiétudes de Washington concernant l'offensive annoncée sur Rafah dans le sud de Gaza. Autre réaction, celle de l'Union africaine qui a condamné ce mercredi l'incursion de l'armée israélienne à Rafah. L'organisation a appelé la communauté internationale à stopper l'escalade meurtrière. De son côté, la Russie demande le strict respect du droit international, estimant que le début de l'opération militaire terrestre d'Israël à Rafah constituait un facteur déstabilisant de plus, y compris pour la région entière. Selon l'ONU, environ 50 000 personnes ont fui Rafah ces dernières 48 heures à la suite de l'ordre d'évacuation d'Israël. Dans la rubrique culture de ce soir, focus sur le pain tissé. Il revêt une dimension socio-culturelle importante dans presque toutes les ethnies du Sénégal. La confection suit plusieurs étapes, du coton brut au tissage en passant par le filage pour un processus assez long à découvrir dans la rubrique de ce mercredi avec Oumou Kalsoum Sall. Le pain tissé, étoffe très symbolique dans presque toutes les ethnies du Sénégal. Chez les Pulaars, on le retrouve à toutes les occasions importantes. Il est recommandé surtout celui de couleur rouge pour se protéger du mauvais œil chez la mariée, mais aussi chez le nouveau-né. Le pain tissé n'est pas donc qu'esthétique. Sa confection requiert même certaines connaissances. Quand le coton est préparé avant même le tissage, il y a des incantations à réciter. Le tissage est la dernière étape d'un long processus. Des champs au tisserand, le coton, matière première de ces étoffes, passe par plusieurs phases. Pour comprendre ce processus, nous nous sommes rendus à Ndiaganiao. Chez les Sérères, où le pain tissé est tout aussi symbolique, les femmes maîtrisent toutes les techniques. Avec cet outil, je sépare les graines des fibres. C'est la première étape. Si on ne dispose pas de cet outil, on est obligé de décortiquer le coton avec nos mains. Ensuite, place au cardage. Avec ces objets, appelés saf en sérère, on sépare les fibres et on les peigne pour obtenir un ruban. Entre ses mains expertes, la fibre est affinée pour être ensuite enroulée sur des bobines. C'est la dernière étape. On transforme la fibre en un fil. Il est ensuite enroulé sur des bobines. C'est donc tout un art qui conduit à la confection du pain tissé, un tissu qui, selon l'ethnie ou la communauté, est présent à la naissance, au baptême, au mariage et même
à la mort. Sport basket, Africa League, conférence de Sahara. La S-Douane s'incline devant l'armée patriotique du Rwanda, 66-61 en match disputé entre les deux formations qui cherchent chacune une deuxième victoire. Pour les Sénégalais, tout est à refaire pour rester dans la compétition. Cette deuxième défaite des douaniers les place dans une situation inconfortable. Fatoumata Savali. L'AS Douane essuie sa deuxième défaite de la compétition face à l'armée patriotique du Rwanda, 66-61. Les Gablous, par ce résultat, se compliquent la tâche pour la suite du tournoi. Et pourtant, les douaniers ont remporté le premier carton 17-11. Les coéquipiers de Noël Obadja se montrent plus organisés défensivement et arrivent à contenir les Sénégalais. À la fin du deuxième carton, ils ne sont plus qu'à un seul point, 27-26. Après la pause, les Gablous tentent de maintenir le cap, mais sans succès. Les Rwandais, plus agressifs en attaque, réussissent à renverser le score. Troisième carton, 46-42 pour l'APR du Rwanda. Difficile pour les hommes de Pabigay de revenir, mais Mike Fofana réussit l'égalisation. Le suspense est perceptible. 51 à 5 minutes de la fin de la rencontre. Le match se termine avec beaucoup de pression. Finalement, les Rwandais l'emportent à 5 points d'écart. Ça fait trop mal au cœur. Ça fait trop mal au cœur parce que en regardant les stats, nous avons presque dominé à tous les niveaux. Au niveau des rebonds, au niveau des assists, au niveau des interceptions. Malheureusement, en fin de temps, nous avons manqué un peu de lucidité en faisant 2 pertes de balles qui nous a coûté extrêmement cher. Parfois on gagne, parfois on perd. On est en compétition. Il ne faut pas aussi baisser les bras. Il faut avoir un mental très très fort pour pouvoir vraiment se qualifier au Final 8. C'est un tournoi, c'est pas un championnat. Moi, je pense que on doit les rejouer dans les phases autour. Donc là, on va rentrer demain en entraînement, Inch'Allah. On va essayer de visionner les vidéos, de voir nos erreurs et Inch'Allah essayer de les corriger pour une bonne suite.